Et bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc, écoutez, on va commencer. Donc comme je vous ai dit, le but étant de répondre à vos questions. Non, pas de crapaud. Ok. Donc voilà, écoutez, déjà si vous avez des questions, n'hésitez pas déjà maintenant. Nous on a récolté quelques-unes sur le Telegram et quelques questions en privé. Donc on verra si ça regroupe par rapport à ce que vous vous posez comme question. Mais voilà, avant c'est vrai que voilà, j'aurais aimé savoir si quelqu'un avait des questions sur la blockchain, sur les différentes blockchains. Si vous avez besoin d'un petit briefing. Surtout pour ceux qui nous ont rejoints dans le monde de la crypto récemment. Je pense que ça peut être bien un mini topo pour remettre dans le contexte. On peut faire un petit topo. Bon, déjà, je suppose que tout le monde sait ce qu'est une blockchain, même les personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui, hier, etc. La blockchain, tout le monde est bon, tout le monde sait qu'en gros, c'est... Oui, pour le mini topo, please. Ok. Bon, on va partir sur ça. On va faire un mini topo rapide. Si, pendant mon topo, vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Le but, c'est vraiment de partir... Car en fait, à la fin de ce live, on soit tous OK avec toutes les questions débutantes, entre guillemets, ou toutes les questions voilà, qui peuvent nous venir. Pour qu'on puisse entamer les prochains lives, parce que les prochains lives seront un petit peu plus compliqués. Voilà, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Donc à la base, la blockchain, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne. En fait, il faut imaginer ça comme un livre. Et dans ce livre, on va tout écrire. On va répertorier toutes les transactions, tout ce qui se passe, en fait, on va l'écrire. Donc à partir du moment où moi je vais faire une transaction à quelqu'un, par exemple on part sur la blockchain par exemple Bitcoin, si j'envoie des Bitcoins à Naswili, eh ben ça va être écrit dans la blockchain. En fait, alors il n'y aura pas marqué Patsro à Naswili, il y aura marqué la clé publique, donc il y aura marqué le RIB. En gros, la clé publique, on peut assimiler ça à un RIB. Et il y aura marqué que mon RIB à moi, ma clé publique à moi, a envoyé tant de Bitcoin au RIB de Naswili. Après, si on clique sur mon RIB, on verra le solde de mon portefeuille. Si on clique sur le RIB de Naswili, on verra le solde de son portefeuille. On aura la date, on aura tout. On aura les frais qu'on aura payés pour faire la transaction. Voilà, tout va être détaillé. Et ça, ce sont des ordinateurs qui le font. Parce que la blockchain... je savais bien que tu étais généreux. Ouais, j'avoue, je suis généreux. Bon, on ne dira pas que c'est fictif, hein. Et donc du coup, ce sont des ordinateurs qui valident ces transactions. Voilà. Le fonctionnement, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais en gros, voilà, c'est pour synthétiser au mieux, le principe, c'est celui-là. Et donc, du coup, ce sont les machines qui font des calculs, qui valident des transactions. Et donc, du coup, ces machines-là, pour qu'il y ait quand même une compensation financière, parce que ça coûte de l'électricité, et parce que, voilà, elles valident des transactions, et bien, pour chaque transaction, quand moi, je vais faire ma transaction vers Naswili, je vais payer des frais. Et ces frais-là partent directement aux mineurs, aux machines qui ont validé ma transaction. Et en plus de ça, les machines, chaque fois qu'elles valident des transactions et qu'elles complètent un bloc, on crée des nouveaux bitcoins. Alors, on va aller 2 secondes sur CoinMarketCap, je vais vous montrer un truc. Est-ce que là c'est trop clair? Est-ce que là c'est mieux? Par exemple, là sur le Bitcoin, on voit que actuellement, en fait, au maximum, il y aura 21 millions de Bitcoin. C'est écrit ici. En circulation, actuellement. Donc, voilà, offre en circulation. Il y en a 18 695 412. Et ça, en fait, au plus on va valider de blocs, et au plus ce chiffre va monter petit à petit.
Alors c'est vraiment, au début, c'est vraiment infime. Hein. Avant de miner un bitcoin, il en faut. Mais voilà, en fait, le mineur, en plus... Qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis peut-être trompé, pardon. 18 695 412. Je sais pas ce que j'ai dit. Et Ah, 18 000, pardon. Ouais, non, c'est 18 millions. Et en fait, voilà. Donc, du coup, le mineur, donc la personne qui fait tourner ces machines, donc il y en a des millions hein, aussi. Il y a énormément de machines qui tournent, qui valident et qui sécurisent la blockchain. Elles vont, dans un premier temps, récupérer les frais de transaction et dans un deuxième temps, créer des nouveaux bitcoins. Et c'est comme ça que les mineurs se rémunèrent. Ces machines-là qui tournent et qui valident les transactions, ce système de blockchain, on appelle ça le proof of work, la preuve de travail. Les machines travaillent et voilà. Et donc, du coup, c'est du proof of work. L'Ether fonctionne actuellement encore en proof of work. On est en train de migrer, quand vous entendez parler de Ether 2.0, c'est quand on est en train de passer de proof of work, donc ceux dont on vient de parler, à proof of stake. Le proof of stake, salut Yaman, comment vas-tu? Le proof of stake, c'est... Alors, c'est une méthode de minage aussi, mais c'est différent. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit des machines... au lieu que ce soit des machines qui valident les transactions, en fait, c'est le fait de bloquer de la monnaie, de bloquer des jetons, de bloquer... Alors, juste, je fais un petit aparté. Jetons, crypto-monnaie, token, c'est la même chose. Quand je vais parler de jetons, en fait, un jeton, c'est un bitcoin, c'est un ether, c'est un token, voilà. Token et jeton, c'est la même chose. C'est vraiment le même mot français-anglais. Et en fait, voilà, c'est une entité. Ça, il faut le savoir. C'est que c'est une entité. Donc, un jeton, c'est une entité. Et donc, du coup, pour le proof of stake, donc c'est la preuve d'un jeu, en fait, c'est le fait de bloquer des jetons, donc le fait de bloquer de la crypto-monnaie sur la blockchain, fait que ça va valider, et en fait, ça va sécuriser le réseau, ça va valider les transactions, et on est rémunéré. Quand on bloque de la monnaie sur la blockchain, on est rémunéré avec des frais de transaction aussi, de la même façon que le proof of work. Voilà. Est-ce que c'est un petit peu plus clair pour le proof of stake, proof of work? Voilà. Et d'ailleurs, quand on a vu que je crois que c'était dans les premiers lives qu'on ait fait de la crypto-monnaie, on avait vu comment choisir son validateur sur crypto.com. Et ben voilà, quand on a choisi notre validateur sur crypto.com, et qu'on a placé des CRO du coup chez notre validateur, et bien en fait on a stacké des CRO pour faire fonctionner la blockchain crypto.org. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair aussi pour les nouveaux? Voilà, parce que ça c'est vraiment la base, c'est vraiment le pilier. Si le superchargeur, non, le superchargeur c'est complètement différent. Le superchargeur, ben, on va y venir juste après. Je finis d'expliquer ça et j'expliquerai vite fait ce que c'est le superchargeur. Validateur. Ok, je vais expliquer ce que c'est. Peut-être expliquer vite fait le halving. Je vais l'expliquer aussi, mais d'abord on va reprendre un truc. Alors, les validateurs, en fait, ça va être des personnes qui mettent... En fait, ça va être des serveurs. Voilà. En fait, il y a des personnes comme toi et moi bon, il faut être un minimum doué en codage. Et en fait, on va créer un serveur qui va permettre de valider les transactions. Et ce serveur, cette personne qui va créer le serveur, on appelle ça, le serveur, on va appeler ça un validateur. Pourquoi? Parce que c'est ce serveur-là qui va valider les transactions. Comme le font les machines en validant les transactions, en faisant des calculs, là, c'est le serveur qui va valider les transactions. Et pour pouvoir valider les transactions, il faut qu'il ait de la crypto-monnaie sur son serveur. C'est-à-dire que le serveur va héberger un bout de blockchain, va écrire sur la blockchain, et en fait, c'est le fait d'avoir de la crypto-monnaie sur le serveur qui fait que le serveur va pouvoir écrire sur la blockchain. Alors, on va pas rentrer vraiment dans les détails très profonds, parce que sinon ça va être très compliqué. Parce qu'après, ça donne un certain pouvoir de vote, etc., etc. Mais ça, on en parlera plus tard. Ça a bugué, je pense pas, en tout cas. Je pense que c'est encore ta connexion. Mais voilà, en gros, le validateur, c'est ça. Le validateur, c'est un serveur
sur lequel on va stacker nos crypto-monnaies en échange de revenus, tout simplement. Et ce validateur va permettre à la blockchain de fonctionner et de valider des transactions. On peut prendre des exemples de validateurs. Quand on va par exemple sur crypto, je prends cet exemple-là parce que certains l'ont déjà vu. Et au moins tout le monde a les mêmes... aura les mêmes... pardon, excusez-moi. Les mêmes bases. Alors, est-ce que ça a bugué ou pas? Ou est-ce que c'est que Underboss? C'est la question. Non, pas de bug. Ok. Ok, non, nickel. Donc, je reviens où j'en étais. Hop. Non, pas de bug. Oh. Pas du tout bon endroit. Je sais plus où est-ce que je l'avais vu. Ah, Explorer, voilà, c'est là, pardon. Voilà, et ben là, tous ces serveurs-là, donc les 100 premiers, voilà, ben tous ceux-là, tous ceux de la première page, ce sont des serveurs, tous, voilà, chaque lien, là, chaque nom qu'on voit, ce sont des serveurs, et chaque serveur valide une partie de... Enfin, sert à valider des transactions, et en fait, font fonctionner une partie de la blockchain, en fait. Chaque serveur. Et c'est les 100 premiers. Parce que Crypto.com a décidé que pour faire fonctionner la Crypto.org, il n'y aurait que les 100 premiers validateurs. Est-ce que c'est un petit peu plus clair? N'hésitez pas à répondre au fur et à mesure au sondage. Ça nous permet de pouvoir diriger le live en fonction. Avez-vous bien saisi les bases de la blockchain déjà? Pour l'instant, oui. Donc, est-ce que c'est un petit peu plus clair avec ce système de validateur et le système Proof of Stake? Oui, merci. Ok. Voilà, il faut vraiment comprendre... Oh là là. Alors, juste 2 secondes. Parce que je pense que... Non, ça va pas s'arrêter. Voilà, désolé. Alors, ouais, je viens de changer de validateur, mais il me demande le mot de passe app et je me suis loupé 2 fois. J'ai peur maintenant. Dans tous les cas, vu que tu as noté normalement ta clé privée, même si tu bloques, c'est pas grave. Tu as juste à recréer supprimer le logiciel, le réinstaller et rentrer ta clé privée. Alors... Pour pouvoir placer des CRO sur ma compte CryptoDeFi, oui. On avait fait un live dessus qui est dispo sur la chaîne YouTube ou qui est dispo en replay. Si tu as besoin, tu peux aller voir. On va t'afficher la chaîne YouTube dans quelques secondes dans le chat. Donc voilà, donc il faut savoir que voilà, les deux gros principes de blockchain, c'est le Proof of Stake, Proof of Work. Après, il y a d'autres blockchains qu'on verra plus tard. Ça va pas être du tout le sujet du live de ce soir. Mais il en existe beaucoup d'autres. Par exemple, Solana, c'est Proof of History, donc c'est du Proof of Stake, mais avec une surcouche. Il existe aussi le Proof of Contest, le Proof of... il y en a beaucoup. Et tout ça, ce sont des blockchains chaque fois différentes. Après, autre chose qu'il faut savoir, c'est que là, l'Ether, actuellement, est en Proof of Work. Donc, ce sont des machines qui permettent de valider les transactions. Et là... il est en train de passer en Layer 2, donc il est en train de passer en Proof of Stake. Avec une surcouche, bon, on rentre pas dans les détails, mais voilà, il est en train de passer en Proof of Stake. Et voilà, et en fait, on est en train de faire cette migration. Il devrait nettement réduire les frais. Les frais de transaction sur Ethereum. Voilà. Ok, bah j'ai vu que tu m'en as apporté des précisions, donc ça veut dire que plus ou moins tout le monde est ok avec toutes ces infos-là. Donc on va pouvoir passer à la suite.
Ah oui, je vais parler du halving. Je sais pas si j'en ai parlé la dernière fois, quand on avait vu un petit peu les stratégies à aborder. Mais... Alors, oui, tu peux regarder le replay du live, tout est bien expliqué, tu verras. Et... Je peux faire par mois. Ouais, c'est un truc de fou. Donc du coup, le halving, qu'est-ce que c'est? Le halving, en fait, ça se passe tous les 4 ans environ. Enfin, ça dépend en fait du nombre de blocs créés. Et en fait, tous les temps de blocs, donc c'est environ tous les 4 ans, on divise de moitié le nombre de bitcoins créés en fonction du nombre de blocs validés. Ce qui veut dire qu'en fait, tous les 4 ans, le bitcoin devient 2 fois plus rare, entre guillemets. Parce qu'on va en produire 2 fois moins. Et en règle générale, pour l'instant, c'est ce qui s'est passé chaque fois, c'est que la période qui suit le halving, donc dans l'année qui suit environ, très souvent, on rentre dans une période appelée bull run. C'est-à-dire qu'on rentre, vu que le bitcoin, comme l'or se fait plus rare, donc en fait on l'assimile souvent à l'or, on viendra un petit peu plus tard pourquoi. Vu que le bitcoin se fait plus rare, en règle générale, il subit une hausse, et on le sait tous, ou du moins, si vous ne le savez pas, vous allez le savoir à partir de maintenant. Quand le bitcoin va bien, plus ou moins tout le monde va bien. Quand le bitcoin va mal, plus ou moins toutes les cryptos vont mal. À quelques exceptions près. Donc voilà, très souvent, en fait, on a un halving. On a le bull run qui suit. Donc ça monte, ça monte, ça monte. Voilà, en règle générale, là, par exemple, on est en plein bull run actuellement. Et ensuite, on va avoir un bear market. Donc ça veut dire que ça va chuter. Voilà, il va y avoir une grosse correction, ça va chuter. Et on part sur 2-3 ans. Comme ça, 2-3 ans de volatilité un peu bizarre où ça fait que chuter, voilà. Et en fait, il faut bien établir sa stratégie pour savoir en fait si vous allez sortir avant le bear market ou pas. En fait, il faut vraiment tout avoir prévu à l'avance en fait. Il faut savoir que d'ici quelques temps, il va y avoir un bear market, tout va chuter. Il faudra y être préparé. Déjà, il faudra y être préparé pour ne pas vendre comme ça sur un coup de tête. C'est très important parce que vous serez perdant si vous faites ça. Donc il faut vraiment avoir réfléchi. Et tout ça, il faut vraiment y réfléchir à l'avance. Il faut vraiment se dire qu'est-ce que je fais si demain tout vient à se casser la gueule. Est-ce que cette crypto-monnaie-là, je la garde? Est-ce que je la vends? Celle-là, est-ce que je la garde? Est-ce que je la vends? Et vous faites ça pour tous vos actifs. Et pour les actifs que vous voulez vendre, est-ce que j'en vends tout, la moitié, combien? Voilà. À tel palier combien, à tel palier combien, etc., etc. Et pour cela, vous pouvez également placer des ordres. On avait vu ça dans le tuto Exchange. Comment placer des ordres. Donc vous pouvez replacer des ordres. Voilà. Est-ce que ce petit aparté, halving, blockchain, etc. est clair pour tout le monde? Parce que là, vraiment, on a établi vraiment la base, le pilier. On a parlé du marché, comment il s'est comporté, comment il va se comporter plus ou moins, voilà. De savoir qu'on va rentrer... Oui, ok, parfait. Très bien résumé, je trouve. Et les cryptos qui sont basés sur le dollar, comme le DAI ou l'USDC, ne subissent pas le bear market? Non. Pas du tout. Les stablecoins, on appelle ça, donc ce sont des cryptos indexés sur le dollar. Mais pas que, hein. J'ai entendu dans le live d'une autre personne qui disait comme quoi, par exemple, le Pax Gold n'est pas un stablecoin. Mais le Pax Gold est un stablecoin parce qu'il est adossé à une autre valeur derrière. Ce qui veut dire qu'il y a des stablecoins qui valent, par exemple, si vous prenez le Vera One, eh ben, un jeton, donc un token de Vera One, un Vera One, vaut 1 gramme d'or. Donc il suit le prix de l'or. Ça reste un stablecoin quand même. Alors même si c'est pas stable par rapport à l'euro, mais même le dollar n'est pas stable par rapport à l'euro. Donc du coup, il faut... Ils suivent le cours de la monnaie fiat. Oui, fiat, mais pas que. La monnaie fiat, pour ceux qui ne savent pas, c'est la monnaie des banques. Voilà, c'est l'euro, le dollar, le yen, voilà, toutes les monnaies des banques.